Bien, mesdames et messieurs, nous allons commencer ce sans tabou. Est-ce que le micro marche bien? Oui. Ok. Bienvenue à tout le monde. Merci d'être présents et présentes, et surtout, évidemment, merci à Boris Cyrulnik, Edgar Morin d'être présents pour cet échange qui va avoir lieu sur le thème de la compréhension d'autrui. C'est un honneur, et il n'est pas besoin de le dire au long pour le comprendre, un honneur et un immense plaisir que d'accueillir Boris Cyrulnik et Edgar Morin pour ce sans tabou. Et comme la réelle parole est à vous, messieurs, je m'arrête immédiatement pour vous laisser la place. Et nous avons décidé tous trois que monsieur Cyrulnik, vous commenceriez l'échange avec quelques propos et Edgar Morin réagira tout à l'heure. Comme à l'accoutumée pour les sans tabous, il y a un échange d'1 heure et une demi-heure réservée pour les échanges avec la salle, donc avec vous toutes et tous. N'hésitez pas à intervenir tout à l'heure, évidemment. Bienvenue à tout le monde et merci. Alors, merci de m'avoir invité d'être ici avec vous et avec Edgar Morin, que j'admire depuis longtemps. Et Edgar Morin ne sait pas qu'il a participé, à l'unité de l'homme. Vous vous rappelez, l'unité de l'homme, et ça a été le point de départ de toute une réflexion sur l'éthologie et l'humanisation de l'éthologie. C'est un micro spécial, là, non? Ça va bien comme ça? C'est un micro vraiment spécial. Alors, je vais reprendre le schéma que vous aviez proposé à l'unité de l'homme, c'est-à-dire intégrer les données pour en faire un système de représentation et non pas un système d'explication par une seule cause. Donc, pendant les 6 heures qu'on m'a accordées, je vais reprendre ce schéma de raisonnement pour dire que le problème de comprendre autrui. Alors, si je reprends le mode de raisonnement évolutionniste que vous avez proposé, il faudra partir de la perception d'autrui à la représentation d'autrui, c'est-à-dire à l'idée que je me fais d'autrui, à l'idée que je construis d'autrui, mais je ne construis pas cette idée à partir de rien. Je construis cette idée à partir de perception et à partir de mon propre développement. Alors quand j'étais saurien, il y a 20 ou 50 millions d'années, j'ai oublié, j'étais saurien, je n'avais pas de compréhension du monde de l'autre, et j'en avais pas besoin. Parce que quand, en tant que saurien, en tant que lézard, si un autre mourait, il n'y avait pas d'autre. C'est-à-dire c'était une forme, et je piétinais l'autre, enfin il n'y avait pas d'autre, il y avait une forme là, que je piétinais, sans avoir besoin de plus. En revanche, quand j'étais macaque, c'est-à-dire là, il y a 70 millions d'années ou à peu près, alors à ce moment-là, on voit apparaître un début de représentation de l'autre. C'est-à-dire que le petit macaque arrive au monde et il a besoin d'être toiletté, parce que s'il n'est pas toiletté, les poils de sa doudoune se collent. Il y a de la vitamine D qui est une colle, hein. Ça, c'est gras, c'est une huile. Et s'il n'est pas toiletté, ses poils se collent et il attrape tous les virus et il meurt. C'est important sur le plan théorique, ça veut dire qu'il meurt de pneumonie parce qu'il n'a pas été caressé par sa mère. Alors, donc ça veut dire que là, ce petit macaque arrive au monde et dans un premier temps, quand il a envie, besoin, je ne sais pas comment dire, d'être grooming, comme on dit avec un contresens, il se met en position pour être toiletté, quelle que soit la position de sa mère. C'est-à-dire que même si sa mère regarde ailleurs, il répond à un stimulus interne et il offre son petit corps à sa mère. Sauf que, à l'âge de 7 mois, il sent que ça doit le démanger, ça colle mal, je ne sais pas ce qui se passe dans son monde de macaque, mais à 7 mois, il regarde la position de sa mère
Et dès qu'il voit que sa mère le voit, hop, il se met en position pour être toiletté. Ce qui veut dire que dans son monde mental, j'emploie l'expression monde mental chez un singe, dans son monde mental, il est obligé d'être attentif au corps de sa mère pour comprendre que si elle regarde ailleurs, elle ne peut pas le voir, et pour comprendre que s'il veut être toiletté, il faut attendre qu'elle le voie pour se mettre en position. Donc déjà, il y a déjà un début de représentation du monde mental de l'autre. Or, j'ai vu beaucoup de singes trisomiques parce que, comme en milieu naturel, les femelles meurent tôt, et en milieu humanisé, elles vivent plus longtemps. Et le résultat, c'est que les ovules et les spermatozoïdes sont plus âgés et qu'il y a plus de singes trisomiques. Eh bien, dès l'instant où il y a un singe trisomique, les femelles sont hyper maternelles parce que c'est un super leurre de bébé. Il a un gros front, un gros bidon, c'est un super bébé, une super image de bébé, et toutes les femelles s'arrachent ce bébé. Il y a quelques mâles qui participent à la bagarre, mais pas beaucoup, alors que les femelles sont très intéressées par l'effet de toiletter un bébé. Alors je vais quitter maintenant le monde des primates non humains pour arriver à nos bébés. Or, j'ai dirigé une thèse il n'y a pas longtemps qui a eu un succès mérité, et la doctorante disait, notre hypothèse c'était à partir de quand apparaît le pointer du doigt chez un bébé, et qu'est-ce que ça veut dire qu'un bébé pointe du doigt? Il y a sûrement des gens dans la salle qui ont eu un bébé, à partir de quand ils pointent du doigt? La réponse habituelle c'est celle-là, je ne sais pas. Et quand on fait une observation, on se rend compte que vers 11-13 mois, nos bébés attendent d'être pris dans les bras de la mère ou du père, des figures familières, et dès qu'ils sont pris dans les bras, toc, 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 ils se mettent à désigner des objets. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un bébé de 13 mois désigne un objet? Et qu'est-ce que ça veut dire dans l'esprit d'un bébé quand il désigne le stylo de son père? Dans un bébé de 13 mois, qu'est-ce que ça veut dire stylo? Dans l'esprit d'un bébé de 13 mois, eh bien, le bébé a vu que son père prenait un stylo et il pointe du doigt en direction du stylo pour orienter le monde mental de sa figure d'attachement vers un objet privilégié que nous, adultes parlants, appelons stylo. Donc alors là, déjà, on a un début de représentation. Et puis, ma fille a mis au monde les 2 plus jolis garçons du monde. Et ça, c'est scientifique. Hein, c'est-à-dire que ça, c'est pas discutable, c'est vrai. Et l'autre jour, le dernier avait 4 ans, 3 ans, il commençait à parler. Et chez moi, il y a un grand couloir et le lavabo est au fond du couloir. Et on passe à table. Et ma fille lui dit, va te laver les mains. Oh, je t'ai dit d'aller te laver les mains. Enfin, vous connaissez la vie de famille. Alors, il y a un grand couloir. Oh, va te laver les mains. Bon, alors il part au sprint, parce que quand on a 3 ans, on se déplace que en sprintant. Donc, il part au sprint, il arrive au fond du couloir, il fait demi-tour et il sprint en sens inverse. Alors, je le vois, j'incline la tête, je laisse tomber les bras, et il me voit en train d'incliner la tête et de laisser tomber les bras, et il refait demi-tour et il va se laver les mains. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans ce scénario comportemental totalement averbal, non verbal? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand je l'ai vu faire demi-tour en sprintant, j'ai compris qu'il avait l'intention de nous faire croire qu'il s'était lavé les mains. Et quand il m'a vu incliner la tête et laisser tomber les bras, il a compris que j'avais compris qu'il avait l'intention de nous faire croire qu'il s'était lavé les mains. C'est-à-dire qu'on est dans une intersubjectivité pré-verbale parfaitement cohérente entre êtres humains. J'ai su ce qu'il voulait, son monde mental, et il a su quel était mon monde mental. Sans un seul mot, pas un seul mot. Alors, il y a Prémac, qui est un primatologue. Dans l'unité de l'homme, vous ne l'avez pas cité parce qu'il a fait des travaux, j'ai oublié la date, c'était 74. L'unité de l'homme, c'était 74 à peu près. Le colloque a lieu en 72.
72. D'accord. Donc Prémac était encore étudiant à cette époque-là. Donc non, 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 non. Il était étudiant et après, il a fait un travail que je vais citer. C'est-à-dire que je suis Prémac et vous êtes un collaborateur chercheur. Et là, il y a deux rangs d'enfants, une première rangée d'enfants âgés de 3 ans, si ça ne vous ennuie pas, et derrière, il y a une deuxième rangée d'enfants âgés de 4 ans. Et alors, je suis Prémac. Et ici, il y a un panier avec un ballon, et là, il y a un buffet. Et je dis, il y a la première rangée âgée de 3 ans. Je demande à mon collègue expérimentateur, est-ce que tu veux sortir? Alors l'expérimentateur sort, et pendant qu'il est dehors, je prends le ballon et je le mets dans le placard. Puis on demande aux enfants âgés de 3 ans de revenir. Et Prémac leur pose la question, où va-t-il chercher le ballon? Tous les enfants de 3 ans répondent, puisque je sais que le ballon est dans le placard, il va chercher le ballon dans le placard. Et ce n'est qu'à l'âge de 4 ans, quand on fait la même manipulation avec les enfants âgés de 4 ans, ce n'est qu'à l'âge de 4 ans que les enfants deviennent capables de se décentrer d'eux-mêmes pour se représenter le monde de l'autre, et ce n'est qu'à l'âge de 4 ans qu'ils répondent « Je sais que le ballon est dans le placard, mais je sais aussi qu'il croit que le ballon est dans le panier. » Donc il va chercher le ballon dans le panier. C'est-à-dire que cette performance intellectuelle n'est rendue possible qu'à l'âge de 4 ans, c'est-à-dire quand les enfants maîtrisent la parole. Alors là, il y a plein d'autres, sauf que quand on fait la même observation avec des enfants en carence affective, eh bien ils font la même, c'est-à-dire en isolement sensoriel et en privation affective, ils font la même performance intellectuelle beaucoup plus tard, ou même ils ne la font jamais. Et on appelle ça psychopathe ou pervers. Sauf que quand j'ai commencé mes études de médecine, c'était au siècle dernier, on nous apprenait que est dit pervers celle qui a des relations sexuelles sans avoir l'intention de faire un enfant. Donc, alors là, donc c'est une définition qui n'a pas de sens, bien sûr, aujourd'hui. Et aujourd'hui, est dit pervers, la définition de Deleuze, celui qui vit dans un monde sans altérité, un monde sans autre. Aujourd'hui, c'est la définition philosophique du pervers. Alors, ça veut dire que il peut y avoir un arrêt dans la construction de la représentation du monde de l'autre. Il y a un arrêt. Et ça s'arrête parfois parce que je suis malade, la plupart du temps parce que autour de moi, ma niche affective, ma structure de langage ou l'effondrement culturel fait que je vis dans un monde sans altérité. Et je deviens psychopathe ou pervers alors que je suis sain. Mais s'il y a une privation, ma famille meurt, ou ma culture s'effondre, je deviens pervers parce que je vis dans mon effondrement familial ou mon effondrement culturel, un pays en guerre par exemple, ou un pays en précarité sociale tout simplement, même s'il n'y a pas de guerre, s'il y a une anomie, à ce moment-là, il n'y a pas d'autre et je ne peux pas m'intéresser à l'altérité et je reste autocentré comme celle qui était pervers. Alors, une question simplement. Depuis que j'ai commencé à parler, savez-vous, si vous acceptez l'idée qu'un monde de pervers où il n'y a pas d'altérité, donc je n'ai pas besoin de chercher à comprendre le monde de l'autre, je m'en fous éperdument, il n'y a pas d'autre. Si vous acceptez cette définition, est-ce que vous savez que depuis que j'ai commencé à parler, il y a 22 372 Chinois qui sont morts? Qui a un chagrin? Vous êtes tous pervers. C'est-à-dire que voilà, personne n'a été chagriné parce que l'anomie
due à la distance, due à l'hyperpopulation. L'anomie provoquée a détruit, il n'y a pas de possibilité de représentation de l'autre. Et vous êtes à l'instant, tous dans cette salle, vous vous êtes foutus de la mort de 23 372 Chinois. Alors, je vais terminer là-dessus pour dire finalement que c'est peut-être dans les pays où il y a une culture, par exemple l'Afrique, où il y a beaucoup de pays encore très cultivés, avec une belle culture africaine. Il y a des pays en effondrement culturel, et au Proche-Orient, c'est tragique. Hein. L'effondrement culturel du Proche-Orient est tragique. Or, quand il y a une structure, il y a une phrase africaine que je trouve très belle et qui a été reprise par les Américains, c'est « il faut tout un village pour élever un enfant ». C'est-à-dire qu'il ne faut pas une mère et un père, il faut un groupe de femmes et un groupe d'hommes. Alors là, il faut des structures sociales, des rituels, des structures religieuses, des structures culturelles, des contraintes, des interdits, pour que autour de l'enfant, il ne soit pas dans un monde anomique. Et dans ce cas-là, il va petit à petit découvrir le plaisir de découvrir le monde des autres. C'est amusant. Ah ben, vous n'avez pas la même langue que moi, vous n'avez pas la même religion, vous n'avez pas les mêmes valeurs, le même ethos. Alors ça, c'est étonnant, ça m'amuse, ça m'intéresse, des fois ça m'irrite. Hein. Mais voilà, c'est vous, comme vous l'avez dit à l'instant, c'est vous, vous êtes là, on partage le même monde, et pourtant on est humain et dissemblable, et on partage le même monde. Et j'ai besoin d'éprouver le plaisir de découvrir votre monde mental si je veux qu'on vive ensemble. Or, ce n'est pas du tout ce qui se passe actuellement, y compris en France, où on voit que des quartiers d'enfants déculturés, largués, sont soumis à des représentations dictatoriales, c'est-à-dire le langage totalitaire, c'est-à-dire le langage où il n'y a qu'un Dieu, alors que dans le réel, il y a, je crois, 37 000 ou 38 000 religions différentes. Donc ça veut dire qu'il y a 37 000 ou 38 000 dieux différents. Alors j'ose pas dire qu'ils sont sur Terre, mais enfin sur Terre, il y a des gens qui adorent 38 000 dieux différents. Ce qui est intéressant, ce qui est amusant, ce qui pose un problème humain. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de 38 000 dieux et pourquoi est-ce qu'on les adore? C'est respectable, c'est intéressant, ça fait partie de l'anthropologie, de notre condition d'être humain, mais quand une religion dit il n'y a qu'un Dieu, et que vous, si vous n'adorez pas le même Dieu que moi, vous êtes un mécréant, ça veut dire que là, le langage totalitaire se met en place, et d'abord vous aurez le mot mécréant, puis si vous ne me croyez pas, on aura le mot insulte, puis le mot blasphème, qui est un mot qui prépare à l'assassinat totalitaire. C'est un mot qui légitime l'assassinat totalitaire. Et il semble bien qu'actuellement, il y a un processus de langage totalitaire qui est en train de se mettre en place sur la planète, et y compris en France. Et là, il n'y a pas d'autre. Dans le langage totalitaire, il y a... Alors, c'est les religieux, mais ça peut être aussi les profanes, le communisme, le nazisme. Ça peut être aussi la science. Hein, il y a beaucoup de scientifiques qui prennent le pouvoir en dégommant le laboratoire de celle qui ne pense pas comme lui. Donc il y a un langage totalitaire peut aussi exister dans un régime, dans un système scientifique, puisque ça consiste à mettre à mort, à éliminer celle qui ne pense pas comme moi. Voilà, Monsieur Edgar, je suis ravi de vous avoir dit ces 2-3 mots. Avant je dis ça, vous aviez des idées claires. J'espère maintenant qu'elles sont confuses. Merci Boris. Merci. Merci parce que vous avez éclairé, disons, les aspects bio-anthropologiques du problème que nous discutons. Et vous avez aussi d'abord éclairé le mot de compréhension, c'est-à-dire comprendre ce qu'il fait, comprendre son comportement. Et vous êtes arrivé à l'idée de comprendre ce qu'il est. Et de ce problème, vous avez terminé finalement sur une incompréhension qui s'aggrave de plus en plus, parce que de plus en plus,
l'autre n'apparaît pas comme un autre être humain, il apparaît comme quelqu'un qui relève, qui est un chien, comme quelqu'un qui est un objet, et donc on arrive à l'incompréhension. Alors moi, ce que je vais faire, c'est simplement essayer de compléter un petit peu. Bon, tout d'abord, si vous voulez, le problème de la compréhension au sens le plus général est livré à cette difficulté qui est celle de la connaissance, parce que toute connaissance est à commencer par la perception, est une traduction de stimuli extérieurs, comme la vision, une traduction suivie d'une reconstruction. Et vous savez que traduire, les Italiens disent traduttore et traditore, traduire et reconstruire, il y a toujours un risque d'erreur. Et on risque toujours de se tromper, et on risque toujours de se tromper sur autrui. Et c'est là où apparaît une des très grandes difficultés que donc, je vais essayer de voir. Il y a un petit point sur lequel ce sera un élément de discussion, c'est une petite parenthèse que je fais quand vous avez parlé du lézard. Moi, je remontrerai bien avant le lézard et je pars de la constatation que nos plus grands ancêtres, les plus lointains, les bactéries, les unicellulaires, communiquent entre elles. Elles communiquent, non seulement elles se font des cadeaux, elles se donnent des petits bouts de ADN, peut-être pour lutter contre les antibiotiques, mais elles sont même capables d'échafauder des comportements communs. Et donc, et du fait, les bactéries, entre elles, elles sont à la fois sœurs, mères et filles, puisqu'elles se reproduisent par duplication. Donc, moi, je pense que l'altérité, comme autre et en même temps semblable à soi, existe dès ce niveau-là. On en parlera. Ce que je veux dire maintenant, je veux me concentrer sur le problème de comprendre autrui. Alors, autrui, on ne peut le comprendre que si l'on le reconnaît comme à la fois semblable à soi et différent de soi. Semblable à soi parce que être humain capable de souffrir, de joie, de plaisir, de colère, enfin, de savoir qu'il y a quelque chose de commun et dans le fond, commun à toute l'humanité. Puisque vous avez parlé de l'unité de l'homme, je me rappelle qu'à ce colloque, Abelsfeld avait montré qu'à partir de l'exemple d'une jeune fille qui était sourde, muette, aveugle, qu'elle était capable de sourire, de rire et de pleurer, ce qui veut dire que ni le rire, la joie, ni le sourire, le plaisir, ni la souffrance n'étaient déterminés culturellement, bien qu'ils fussent modulés culturellement, c'est-à-dire que le japonais ne sourit pas pour les mêmes occasions que nous, etc. etc. Bon, ou que chez les romantiques, c'était très bien de pleurer, alors que chez nous, c'est pas bien pour un homme de pleurer en public. Bon. Alors, cela étant dit, l'autre est semblable humainement, et en même temps, il faut reconnaître sa différence. Sa différence d'abord de caractère, sa différence de culture, de mœurs, et s'il est étranger, sa différence, évidemment, qui est très grande dans ses différentes singularités culturelles et autres. Et c'est que si nous reconnaissons à la fois qu'il est autre, différent et qu'il est semblable, que nous avons un début de compréhension humaine. Mais je crois qu'un élément nécessaire à la compréhension, c'est l'empathie. Je crois que si nous n'avons pas d'empathie, nous voyons uniquement, objectivement, quelqu'un d'autre, mais nous n'arrivons pas à le sentir comme sujet, comme nous sommes nous-mêmes sujets. Deuxième chose, c'est que la semblance nous donne un sentiment d'amitié, voire de fraternité,
Et la dissemblance doit nous donner un sentiment de respect ou de reconnaissance de son droit à l'existence. Et donc, ce sont les deux choses, dans le fond, les plus importantes, je crois, dans les relations humaines. C'est ce que Hegel appelait la reconnaissance, c'est-à-dire être reconnu dans ce mot qu'on utilise beaucoup, la dignité humaine, dans sa pleine humanité par autrui. Et d'ailleurs, on voit très bien que si autrui, surtout pour des jeunes qui sont dans des conditions tragiques ou malheureuses, si autrui, et qui sont rejetés souvent par la société, ne vous reconnaît pas pleinement, eh bien à ce moment-là, ce phénomène de rejet fait que lui-même va vous rejeter et refuser de vous reconnaître comme autre, à la fois semblable et différent de soi. Et une fois que j'ai dit ça, il faut savoir que si l'autre est un être humain, il faut savoir qu'il porte en lui la complexité humaine. Voilà ce que j'ai essayé dans mon travail, c'est de ne pas me limiter aux notions de Homo sapiens, mais de montrer que Homo damens est une autre polarité, c'est pas un excès, c'est pas quelque chose d'anormal qu'on met dans les asiles. La possibilité de délire et de folie est présente dans chacun, et elle se manifeste dans chaque colère, par exemple, et elle se manifeste dans des ambitions incroyables. Donc, si vous voulez, on est polarisé entre la raison. Et de plus, nous savons aujourd'hui, par les travaux de Damasio ou de Jean-Didier Vincent, que quand un centre rationnel du cerveau est en activité, il active aussitôt un centre émotionnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison sans émotion, ou disons, et donc sans passion. Donc, si vous voulez, nous nous rendons compte de cette complexité. Nous nous rendons compte que Homo n'est pas seulement Faber, un technicien qui fait des outils, mais qu'il est aussi un Homo mythologicus ou religiosus, c'est-à-dire que dès l'après-soir, il croit en des esprits après la mort, il croit en un surnaturel, et il n'est point de société sans religion. Je dirais, la société la plus techniquement et économiquement évoluée, les États-Unis, sont une des sociétés les plus religieuses du monde, et la société qui a voulu éliminer la religion comme l'Union soviétique n'a fait que la renforcer. Jamais on n'a vu un triomphe de la religion orthodoxe aussi grand. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte de ceci, et à ce moment-là, en tenir compte, c'est-à-dire penser que, et que, moi j'ajoute même, qu'il y a des formes religieuses qui n'ont pas trait seulement à Dieu. Quand vous avez évoqué un totalitarisme, à mon avis, le communisme a été une religion de salut terrestre qui, au lieu de promettre le meilleur, le bonheur dans le ciel, l'a promis sur terre. C'est pour ça qu'il a échoué d'ailleurs. Donc, si vous voulez, il y a cet aspect. Et puis je pense qu'il n'y a pas seulement cet homo economicus qui est mu par l'intérêt personnel, il y a l'homo ludens, qui a bien défini Huizenga, et le jeu, la dépense, la gratuité, tout ce sont des éléments qui introduisent chez l'homme, et on peut passer de l'élire à la raison, on peut passer de la religion à la technique, on peut passer de l'intérêt personnel à la dépense et à la communauté. C'est ça, l'humanité, c'est-à-dire que l'être est multiple, et en plus, c'est comme, disons, dans la microphysique, où une même particule prend des états tout à fait différents, et nous prenons. Alors, si nous comprenons ceci, c'est une compréhension très importante, et nous conduit à un troisième point, qui est ne pas réduire autrui à un seul de ces aspects. Et nous vivons malheureusement sous l'empire d'une pensée réductrice, pas seulement dans les sciences, d'ailleurs ça change maintenant dans les sciences, mais dans la vie. Et la tendance est de réduire les gens que nous aimons, évidemment, à leur bon côté, les gens que nous n'aimons pas à leur mauvais côté, et plus il y a d'inimitiés,
plus il y a de réductions mauvaises et vicieuses. Et donc, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est ici qu'il y a une formule de Hegel, à mon avis, que je trouve très juste parce qu'elle prend un cas extrême. Hegel dit, si j'appelle criminel une personne qui a commis un crime dans sa vie, j'élimine tous les autres aspects de sa vie pour caractériser toute sa personne par ce crime. Donc, voilà. Et alors, j'ajoute que réduire autrui, souvent, ce n'est pas le réduire à un aspect de sa personnalité seulement, c'est parfois le réduire à un aspect imaginaire. Et cet aspect imaginaire est un aspect qui va le nier totalement dans sa réalité. J'ajoute, et ceci existe, ce est très curieux, dans nos milieux les plus cultivés, intellectuels ou littéraires, la prolifération d'opportunités où nous disions « Ah, le salaud, ah, quel salaud !» Et c'est très curieux parce que le salaud, c'est la réduction extrême hein, à l'autrui. C'est une saloperie, un chien, une vissure, une ordure. Tous ces mots, c'est merveilleux, c'est des mots que nous employons pour d'autres êtres humains. Et donc, cette tendance à réduire autrui, c'est ça qui est un des aspects de l'incompréhension qui se généralise de plus en plus. Et alors, je veux dire aussi que pour comprendre autrui dans sa complexité, eh bien, il faut d'abord être capable de se comprendre soi-même. Et pourquoi ? Mais parce qu'il y a une chose que vous savez très bien hein, en tant que psychologue, c'est que, et que les Anglais ont appelé sous le mot de self-deception, que nous avons en nous une tendance très, très forte à nous mentir à nous-mêmes. Et nous mentir pourquoi ? Pour nous donner à nous-mêmes une belle figure, pour nous voir toujours dans une position avantageuse. Et vous savez combien fréquemment on dit « c'est l'autre qui ?» C'est la faute à l'autre. Le transfert de la responsabilité sur autrui est une des choses les plus fréquentes qui soit. Et par là même, cet aveuglement sur soi nous conduit à un aveuglement sur les autres. Donc, les conditions de la compréhension humaine sont tellement difficiles que moi j'ai souhaité, et d'ailleurs dans un travail qui s'appelle « L'essai de savoir nécessaire à l'éducation », où je dis qu'un des thèmes fondamentaux à commencer dès les petites classes, c'est enseigner la compréhension humaine. Et c'est très facile, parce que justement, quand des gosses se bagarrent, monsieur, c'est lui qui a commencé. Monsieur, c'est lui, c'est toujours. Malheureusement, cette tendance infantile existe chez de nombreux adultes, y compris des vieillards. Et malheureusement, c'est la chose dont il faut absolument se défaire. Donc, nous voyons qu'ici, l'éthique et la lucidité se confondent. C'est-à-dire ne pas rejeter sur autrui, ne pas rabaisser autrui. C'est une question d'intelligence lucide et si en même temps, ça devient un devoir moral fondamental. Donc, voici, ça devient une nécessité. Et nous devons, pas seulement, et depuis le primaire jusqu'au secondaire et jusqu'à l'université, mettre le thème de la compréhension, je crois, un des thèmes centraux. On parle du socle commun dans l'éducation nationale, ça doit faire partie du socle commun. Donc, voici un peu cet ensemble d'idées sur lesquelles j'appelle vos remarques. Un mot pour ramasser un petit peu des éléments dits par l'un et par l'autre, Boris Cyrulnik et Edgar Morin. Moi, je crois entendre un léger écart sur certains points dans la manière d'aborder le thème. Et est-ce qu'on ne pourrait pas dire, Boris Cyrulnik, que vous avez parlé de la compréhension d'autrui, c'est-à-dire de la manière dont on se rapporte à la façon dont autrui comprend le monde. Et Edgar Morin, vous avez insisté sur la compréhension de l'autre que nous avons. Le contact et le point commun dans vos deux propos
Au fond, c'est comment éviter l'insulte. Et ce qui me paraît plus grave, c'est que dans vos deux propos est apparue l'observation que l'insulte est en train, semble-t-il, de remplacer beaucoup la relation et le dialogue. Et je voudrais savoir un petit peu si, sur ces plans, vous reconnaissez les propos que vous avez tenus et comment continuer à réfléchir aux manières d'éviter que l'insulte remplace la relation. Dans un monde qui se mondialise et qui ne favorise pas nécessairement la relation, effectivement. D'accord. Vous n'avez pas une question plus simple? Alors, non, c'est bien vu, merci, c'est bien vu. Alors effectivement, nous, dans les travaux cliniques et expérimentaux, c'est pas forcément la même chose. On découvre comment nous, êtres humains, progressivement, on éprouve le plaisir de découvrir le monde d'un autre. Alors que, effectivement, comme le dit tragiquement bien Edgar, c'est que la réduction est une manière de déclarer la guerre. Il est noir, sa peau est noire, c'est bien la preuve qu'il est idiot. C'est fou de tenir des raisonnements pareils. Eh bien, il y a beaucoup de gens qui y croient. C'est-à-dire qu'il est réduit à la couleur de sa peau, la couleur de ses yeux, à sa religion, à une étiquette. Il croit en ce Dieu-là, vous vous rendez compte? Et à ce moment-là, l'insulte, c'est « je ne veux pas découvrir ton monde, ça ne m'intéresse pas ». Puisque il y a un seul monde qui est pertinent, c'est le mien. Parce que je suis blanc, donc puisque je suis blanc, c'est bien la preuve que j'appartiens à la race supérieure. Et je ne sais pas pourquoi, moi j'ai tendance à penser que les vrais êtres humains supérieurs, c'est les chauves. Vous êtes il est d'accord avec moi. Un peu plus d'accord. Je ne sais pas pourquoi je pense ça, mais donc je réduis et je n'ai rien à prouver, rien, puisque je suis blanc, c'est la preuve que j'appartiens à la race supérieure. Il y a eu des millions, des dizaines de millions de morts à cause de cette stupidité. La science, on peut même dire que la science européenne, avant le nazisme, généralement considérait comme une évidence scientifique que les Blancs étaient supérieurs aux Noirs et que les Noirs étant indolents, paresseux, et il a fallu l'excès raciste du nazisme pour que les scientifiques anthropologues des autres pays abandonnent ce racisme qu'ils avaient. Alors je le prends à témoin pour qu'il puisse témoigner que c'est ce que j'avais marqué. Là, c'était donc effectivement que la science a été utilisée. C'est parti de la France, hein, c'est parti de la Vacher de la Pouge, de Drummond, et c'est l'anthropologie française raciste. Et c'est parti de la France, ça a très bien vécu en Allemagne, en Angleterre et même en Suède et dans les pays d'Europe du Nord, parce que c'est une pensée paresseuse. Et que la science, tragiquement, doit être réductionniste par méthode. On ne peut pas faire un objet de science en observant tout. Donc les scientifiques, par méthode, décident de n'observer qu'un segment, une molécule, et la faute de pensée, c'est pour ça qu'on a besoin de travailler avec des philosophes, avec des anthropologues, avec des gens de sciences humaines, parce que si on donne toute la parole aux scientifiques, on va aboutir à ce réductionnisme tragique, ce qu'on voit apparaître actuellement avec la résonance, avec la neuroimagerie, où la neuroimagerie fait des performances intellectuelles stupéfiantes, passionnantes, qui montrent comment le milieu sculpte notre cerveau. Alors ça, c'était impensable pour un raciste, hein. Or, on photographie, on mesure comment parler à un bébé sculpte son cerveau. Comment les valeurs d'une culture sculptent le cerveau du bébé, donc les valeurs d'une autre culture sculpteront un autre cerveau. Et il verra un monde différent en fonction de la manière dont on aura pétri, sculpté son cerveau. Alors, si la neuroimagerie pose des problèmes comme ça absolument passionnants qui introduisent la nécessité de tenir compte de l'altérité et de même de l'écologie.
comment une écologie participe à la biologie de notre cerveau, c'est-à-dire à notre manière de voir et d'éprouver le monde. Mais si on laisse les gens évoluer vers un langage totalitaire, ils vont dire « j'ai l'explication ». Et j'ai lu il n'y a pas longtemps des publications indiennes sur la zone cérébrale du mensonge. Et j'ai même reçu il n'y a pas longtemps une publication américaine sur la zone cérébrale de Dieu. C'est-à-dire là où Dieu se loge dans notre cerveau. Donc ça a été photographié, hein, c'est sérieux, c'est scientifique. Alors, donc, ça veut dire que si on laisse les scientifiques tout seuls, alors vous avez dénoncé l'anthropologie qui venait des éleveurs, qui avaient constaté des choses vraies. Et ils avaient constaté qu'effectivement, quand un bel étalon s'accouple avec une belle jument, eh bien, ça donne un petit qui aura des qualités physiques supérieures. Donc ça légitimait ce genre de raisonnement réductionniste, légitimait le racisme. Et que j'ai vu à Berlin, les jeunes Allemands sont... Je sais que ce que vous avez écrit sur Mes Berlin, moi je trouve que les jeunes Allemands sont très courageux et très honnêtes. Mais ils ont un discours public. Et dans les familles, ils ne parlent toujours pas de la tragédie nazie. C'est-à-dire que culturellement, ils sont honnêtes, mais la fonction affective de la parole est tellement difficile pour eux qu'ils en parlent en public, mais jamais avec les gens importants pour eux, c'est-à-dire avec les proches. Et toi, grand-père, pendant la guerre, qu'est-ce que tu as fait? Rien. Photos, discours public, magnifique. Alors, si on laisse les scientifiques prendre toute la parole, langage totalitaire, il n'y a qu'une vérité scientifique, c'est la mienne. La preuve, c'est que mon patron vient de me donner une promotion, c'est bien la preuve que j'appartiens aux scientifiques de qualité supérieure. Eh bien, on va retrouver un langage totalitaire fait par les scientifiques, alors qu'ils ont été faits chez les nazis, ils ont été faits par les éleveurs, qui mentaient pas, mais dont l'explication totale a mené au langage totalitaire. Moi j'ai connu ça, j'ai fait des enseignements post-universitaires pendant des années sur l'inhibition de la recapture de la sérotonine. Alors je dis ça juste pour vous en mettre un peu plein la vue, mais ça a été une théorie neurobiologique qui a organisé l'enseignement des médecins pendant des années. Je l'ai récité par cœur, peut-être même j'y ai cru, sauf que c'est faux. Et que des tas d'examens ont été validés sur la récitation de l'inhibition de la recapture de la sérotonine, qui n'a plus aucun secret pour vous. Vous allez nous dire ce que c'est, en d'autres termes? Oui, non, les autres termes, si vous voulez, je peux les donner, mais c'est que la sérotonine, c'est un neuromédiateur qui est censé passer d'un neurone à l'autre. Alors vous avez des arborisations. Si vous me parlez gentiment, vous allez augmenter ma sécrétion de sérotonine et ça va stimuler mon deuxième neurone et je vais être heureux et vous avez changé ma biologie en me parlant. C'est pas beau ça? Et il y a une partie de la sérotonine qui est réutilisée par le premier neurone et qui est recapturée. Et on expliquait pendant très longtemps la dépression parce qu'il y avait trop de recapture de la sérotonine. Alors on donnait un médicament qui bloquait la recapture de la sérotonine, donc on augmentait le flot de la sérotonine et les gens étaient guéris. Alors, donc c'était totalement cohérent et logique sur le papier, sauf que dans la vie, il y a des gens qui sécrètent beaucoup de sérotonine et qui font des dépressions terrifiantes parce qu'ils ont perdu leur femme, parce qu'ils vivent dans un pays en guerre, et la sérotonine est impeccable et ils dépriment quand même. Alors, parce qu'il ne peut pas y avoir qu'une seule explication. Alors, cette réduction que vous avez soulignée, elle est en train de revenir et on retrouve actuellement une théorie néo-raciste sur les cerveaux qui fonctionnent bien et les cerveaux qui ne fonctionnent pas bien. Alors on n'ose plus dire que c'est parce qu'on appartient
à la race supérieure parce qu'on est blanc ou chauve, parce que je continue à affirmer, hein, vous êtes d'accord. Et j'ai dans la salle un pourcentage non négligeable de gens qui vont être de mon avis. Donc, et on fait des sondages comme ça. Hein. Il y a ceux qui ont le dogme du QI, du quotient intellectuel, qui fait une différence Il y a une différence aussi d'humanité entre ceux qui ont un QI élevé et ceux qui ont un QI très bas. Il se crée une nouvelle série. Exactement. Et alors, là, Michel Duim, que vous connaissez, qui est un chercheur remarquable, ça aussi, c'est un équivalent raciste hein, qui a abîmé le destin de milliers, de centaines de milliers d'enfants. Et on retrouve effectivement cette classification, on la retrouve maintenant à propos des quartiers. Et j'ai lu des publications qui disaient, dans certains quartiers, les enfants ont des troubles cognitifs et un quotient intellectuel inférieur à ceux d'autres quartiers. C'est donc une théorie néo-raciste, sauf que on constate que dans certains quartiers, les conditions d'existence sont tellement difficiles pour les gamins qu'ils n'ont pratiquement pas de chance de rentrer dans une grande école. Quand j'ai fait médecine, on était 13% d'enfants de pauvres à faire médecine, 11 à 13% selon les universités. Aujourd'hui, c'est 1 à 3%. Parce que les conditions de concours sont tellement difficiles que si un gosse n'a pas des conditions parfaites pour préparer le concours, il est collé. S'il habite loin du lieu de l'examen, il sera collé. Si ses parents sont en difficulté relationnelle, il sera collé. S'il est malade, il sera collé. Donc, c'est un mode de sélection par la qualité éducative qui existe, bien sûr, mais qui est en train de refaire actuellement un clivage social comme celui qui est de bonne qualité biologique, ou qui a un bon QI, et celui qui, bien sûr, est de mauvaise qualité et qui habite, je ne sais pas pourquoi, dans certains quartiers. Oui, merci. Et moi, je voudrais ajouter un élément d'incompréhension qui est généralement méconnu, c'est que le règne du calcul de plus en plus important dans notre société finit par déshumaniser les personnes, parce que qu'est-ce qu'on voit? C'est des statistiques, c'est des sondages d'opinion. Le QI est un cas typique où c'est le calcul qui donne l'explication. Et dans le fond, comme la politique est de plus en plus à la remorque d'une certaine économie et que l'économie est fondée sur le calcul, de plus en plus, les êtres humains, dans ce qu'ils ont d'humain, ne sont transformés en objets de ces calculs, de ces prospectives, de ces manipulations. Donc, il n'y a pas seulement, disons, l'incompréhension de quelqu'un par autrui, entre, disons, personnes humaines, il y a l'incompréhension par cette machine sociale, politico-sociale, qui ne voit que des chiffres et donc des objets manipulables par ces chiffres. Ça, c'est important. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que vous avez indiqué quelles sont la compréhension comme la connaissance doit naviguer entre Charybde et Scylla, c'est-à-dire à un pôle, disons, c'est la réduction. Or, aujourd'hui, on sait pourquoi la réduction est fausse. D'abord, remarquez déjà depuis longtemps, on disait que le tout est plus que la somme des parties, mais maintenant, on a un nom. On dit c'est l'émergence, parce qu'un tout organisé à partir de parties différentes produit des qualités et des propriétés qui ne se trouvent pas dans les parties qui étaient isolées, notamment par exemple l'être vivant qui est fait de molécules physico-chimiques a des qualités que n'ont pas les molécules physico-chimiques qui le constituent, la reproduction de soi, la réparation de soi, la cognition, etc. Donc, il y a, si vous voulez, et cette émergence commence à émerger dans le monde scientifique très lentement, mais elle n'est pas encore reconnue dans la connaissance normale. Alors donc, ça c'est un des pôles, et l'autre pôle, c'est la connaissance qui se croit totale. D'ailleurs, c'est Adorno qui disait « la totalité, c'est la non-vérité ».
C'est-à-dire que celui qui croit connaître le tout est dans l'erreur la plus totale. Et nous devons toujours naviguer, nous devons aspirer à avoir une connaissance la plus complète pour qu'elle soit un peu la plus complexe. Et en même temps, nous savons que nous ne pourrons jamais arriver à la connaissance totale, ce qui doit nous donner de la modestie, et notamment dans la modestie, au cours du processus de compréhension et de compréhension d'autrui. Je pense que là aussi, je reprends ce que j'ai dit sur la compréhension de soi, c'est-à-dire à partir du moment où on est conscient que soi-même, on a des manques, on a des carences, on a des lacunes, on a des défauts. À ce moment-là, cette conscience nous permet de comprendre et d'admettre que chez autrui, il y a aussi des carences, des lacunes et des défauts. Et c'est une raison supplémentaire qui fait qu'il y a une boucle, disons, qui ne doit pas s'interrompre entre la connaissance de soi, la compréhension de soi et la compréhension d'autrui. La compréhension d'autrui doit revenir sur soi pour mieux se comprendre, laquelle doit aller vers autrui pour mieux le comprendre. Nous allons arriver bientôt à un moment où on va proposer à vous toutes et vous tous d'intervenir, d'interroger Boris Cyrulnik et Edgar Morin, mais peut-être une ponctuation sur ce qui vous semble le plus important dans l'échange que vous avez eu jusqu'ici. Qu'est-ce que vous mettriez en lumière dans la discussion qu'il y a eu, à part le thème de la calvitie qui est important. Pas l'objet d'un sans tabou pour lui-même. Alors, je vais reprendre la phrase d'Adorno, Edgar Morin. Celui qui croit comprendre le tout, en fait, prouve qu'il n'a rien compris. Et je pense que toute théorie religieuse, philosophique, scientifique, qui prétend être totalement explicative, est déjà sur le tapis roulant des théories totalitaires. Par exemple, mais il est ignorant, s'il veut tout comprendre, ou il est ignorant, donc il perd le bénéfice de la certitude. Parce que le grand tranquillisant, c'est la certitude. Et ça, c'est vraiment... Et la science, en fait, n'apporte pas de conclusion. Un vrai scientifique pose des questions. Et il n'apporte pas de conclusion. Ma méthode a mis ça en évidence. Peut-être que votre méthode une autre méthode mettra ça en évidence, ou que si vous êtes un réfutateur, enfin quelqu'un qui cherche à réfuter mon expérimentation, vous mettrez en doute mon travail, mon expérimentation, et que c'est de ce désaccord que va naître la nécessaire argumentation. Alors là, on est dans la démocratie scientifique aussi, et dans le conflit qui est très coûteux. La démocratie, c'est coûteux. Et on voit que toutes les théories totalitaires, la plus flagrante qu'on connaît, c'est le nazisme, mais il y en a eu d'autres, l'Inquisition, le Ku Klux Klan, et actuellement, ce qu'on voit se développer, c'est le retour de théories totalitaires. Et dans ces théories totalitaires, on se demande, depuis la Boétie, on se demande pourquoi tant de gens intelligents ont éprouvé un tel bonheur dans la servitude. Et quand j'étais gamin, je me demandais pourquoi des gens intelligents, comme les Allemands, qui étaient un peuple cultivé, la belle culture germanique, à laquelle les Juifs participaient avec amour, eh bien pourquoi ces gens intelligents ont été capables d'un tel crime? Et la réponse, c'est que parce que la certitude leur permettait d'arrêter leur pensée, c'est-à-dire d'arrêter de juger. Et on voit que, par exemple, quand Hitler a fait les jeunesses hitlériennes, le serment des jeunesses hitlériennes, c'était « Commande, chef, nous t'obéirons ». Et il vous disait « Je veux des corps bien faits et surtout pas des intellectuels qui contestent tout ». Et j'ai vu, alors je parlais de Mengele tout à l'heure, j'ai vu les photos en 1935 et 1937 de l'anthropologie nazie. C'était tous des enfants bien élevés. Il y avait la parité, parce que les Allemands
les femmes allemandes avec le KPD avaient accès à la parité. C'était la culture germanique était une belle culture, généreuse et bien organisée. Il y avait la parité, et c'est là qu'est née une des plus grandes tragédies, un des plus grands crimes de l'histoire humaine, par arrêt de la pensée et par bonheur dans la servitude. Parce qu'à ce moment-là, je suis convaincu d'avoir la servitude puisque j'arrête de penser et je répète le slogan du chef vénéré. Ce chef vénéré peut être religieux, mais il peut être aussi profane. Comme l'a dit Edgar Morin tout à l'heure, hein, la religion communiste était profane. Et il peut être aussi scientifique, comme on est en train de le débattre depuis quelques minutes. Et j'ai vu les photos de beaux jeunes gens, bien élevés, bien formés, sous une seule pensée, celle qui permettait d'avoir accès aux examens, aux postes, aux laboratoires, qui permettait les promotions sociales, et qui était la pensée de la race. Et en se soumettant avec bonheur à la pensée de la race, ils étaient heureux. Et ils ont commis un des plus grands crimes de l'histoire sans aucune culpabilité. Aucune culpabilité, parce que, comme ils l'ont tous dit, je n'ai fait qu'obéir. Parce que le fait d'obéir arrête la réflexion, et à ce moment-là autorise le crime sans culpabilité. Je pense que dans ces locaux, dans la formation permanente de l'école, on entend beaucoup une difficulté réelle montante dans les organisations, dans les entreprises, publiques ou privées, qui est une montée en puissance de l'obéissance, et de l'obéissance à la règle. Edgar Morin, est-ce que vous pensez qu'il y a ce même danger, effectivement, peut-être pour une dernière intervention, et puis nous passerons la parole à la salle. C'est-à-dire que c'est une obéissance qui est le plus souvent imposée. On voit aujourd'hui des modes de contrainte de plus en plus grands qui fonctionnent dans le monde du travail, pas seulement chez les ouvriers d'industrie, mais chez les employés de bureau. Et donc, si vous voulez, l'entreprise qui a, disons, hérité un caractère militaire par la hiérarchie et la verticalité, aujourd'hui a des tendances qui aggravent en quelque sorte l'autorité et vantent l'obéissance. C'est vrai que la Boétie avait pointé un problème très juste en disant mais il suffirait que les peuples qui sont si nombreux se dressent contre les tyrans qui ont très peu de policiers ou d'armées pour eux. Mais il est certain qu'il y a un certain confort dans le fait d'accepter la domination et de cesser de penser. Dans le cas de l'Allemagne hitlérienne, là je crois qu'il y a eu un phénomène de dérive progressive et historique. Il faut dire que Hitler est arrivé au pouvoir légalement, mais avec une trentaine de pourcents de voix. Il y avait non seulement un important parti social-démocrate, un important parti communiste, et même dans la droite, il y avait une droite qui n'était pas nazie, qui était républicaine. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé tout d'abord il faut dire que l'inconscience a fait que tous ont favorisé Hitler. Les communistes pensaient que le danger principal était les socialistes, et la droite qui a cru manipuler Hitler sans savoir que c'est Hitler qui la manipulerait, donc une série d'erreurs. Mais dans le peuple allemand, il y a une lente montée. D'abord, il y a eu le retour au travail. Il faut dire qu'il y a eu une réussite avec le docteur Charte, c'est-à-dire que l'énorme chômage s'est résorbé, d'abord par une relance économique d'un type nouveau, mais aussi, à un moment donné, à la relance de l'économie de guerre. Donc, il y a eu Par contre, en même temps, dès 1933, des camps de concentration étaient ouverts pour tous les opposants, communistes, socialistes, chrétiens, tout ce que vous voulez. Donc, si vous voulez, il y avait une violence extraordinaire contre les responsables de l'opposition, la annihilation des autres partis,
Et je veux dire, et les premières mesures antisémites, elles-mêmes sont des mesures économiques et d'exclusion, et tout progresse. Et il faut dire que l'ivresse a saisi une partie de plus en plus importante de la population allemande, avec la victoire en Pologne et surtout l'anéantissement de l'armée française, c'est-à-dire ce grand triomphe militaire. Et dans ces conditions, et en plus, si vous pensez que toute l'éducation a été formée sur l'intoxication de la jeunesse, devenue jeunesse hitlérienne, ce qui fait qu'on a eu un peuple hébété, un peuple convaincu, qui est allé à la guerre en Union soviétique, et les choses ont commencé très tardivement à changer. Donc, si vous voulez, nous nous rendons compte aussi qu'il faut souvent des processus historiques pour changer la mentalité. Prenez Vichy. Bon, il y a eu une défaite incroyable en France et qui a rendu hagard la plupart des esprits. Et beaucoup se sont raccrochés à Pétain, vainqueur de Verdun, etc., comme imaginant que ce serait un rempart. Et beaucoup, et à ce moment-là, une deuxième France qui avait toujours été vaincue sous la République, qui avait été pro-monarchiste, aristocratique, raciste, xénophobe, antisémite, cette deuxième France, elle a eu le terrain libre parce qu'il y a eu une décomposition de l'autre France, de la France républicaine. Mais on a vu qu'en quelques années, les choses ont pu changer. Donc, si vous voulez, qu'est-ce qui est grave? Ce qui est grave, c'est que malheureusement, nul ne peut dire, enfin, que rien n'est irréversible. L'Allemagne était un cas de démocratie exemplaire. L'Allemagne était le pays le plus cultivé d'Europe, et on a vu quelque chose de terrifiant d'arriver. On a vu la même chose en Autriche, par exemple. Donc, si vous voulez, nous avons un grand problème. Aucun acquis n'est irréversible. La torture qui avait été supprimée en Europe à la fin du XIXe siècle a réapparu dans tous les pays au XXe siècle. Et c'est ça qui doit nous rendre vigilants. Et cette vigilance générale, elle doit se focaliser sur la compréhension d'autrui. Tant qu'on est capable de comprendre l'autre, tant qu'on est capable de ne pas le réduire, à ce moment-là, on reste quand même dans une humanité capable de lucidité. Je prends même le cas de ceux qu'on appelle terroristes. Je prends d'autant plus ce cas que nous avons connu dans le passé, les brigades rouges, les brigades noires et la bande Abadère, c'est-à-dire des terroristes voisins de chez nous. Et moi, j'en ai connu personnellement qui se sont désintoxiqués. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous êtes dans cet univers qu'on appelle terroristes, djihadistes, c'est un univers entièrement clos. C'est un univers hallucinatoire. Et on entre dans cet univers progressivement. Je vois aujourd'hui des récits de djihadistes français qui sont revenus et qui se sont désintoxiqués plus ou moins. On voit que c'est par étapes, c'est pas du premier coup qu'ils sont devenus fanatiques. Et c'est par des phénomènes d'endoctrinement. Et une fois qu'on est dans cet univers clos, c'est très difficile d'en sortir. Moi, j'ai un ami qui avait été, qui était dans la base à Bader, et comment il a commencé à se désintoxiquer. C'est qu'un jour, on lui a dit, on va faire un attentat contre la synagogue de Berlin. Et à ce moment-là, il s'est dit, mais je ne vois pas le caractère révolutionnaire de cet acte-là. Il a commencé à s'interroger. Et ça a été le premier ébranlement qui, de fil en aiguille, l'a conduit à s'interroger sur le bien fondé. Et puis après, donc, il faut subir un choc et brusquement, les yeux s'ouvrent. Mais donc, le grand problème, c'est le fanatisme. Le propre du fanatique, c'est qu'il ne vous comprend pas. Il ne vous comprend tant qu'il est fanatique. Il ne vous comprendra jamais.
Mais nous, on doit essayer de comprendre le fanatique, c'est-à-dire de comprendre les processus mentaux, psychiques qui l'ont fait agir et qui l'ont enfermé. Et le problème est de savoir comment on peut percer cette carapace, ce blindage, comment on peut voir, ce qui est très difficile. Mais souvent, c'est l'expérience. Souvent, une personne, une femme, quelqu'un qui peut jouer ce rôle-là. Et c'est pour ça que je crois que nous sommes dans un univers où, je le répète, l'incompréhension grandit, parce que le fanatisme grandit. L'incompréhension grandit, parce que de plus en plus, le profit, le calcul domine le monde qui n'est pas fanatique. Autrement dit, l'ensemble de ces deux facteurs crée un monde où il y a de moins en moins de compréhension humaine, et c'est pour ça que la compréhension humaine est devenue un combat important et essentiel dans nos temps actuels. Merci. Boris Cyrulnik, Edgar Morin, merci beaucoup pour ces éléments. Et on peut remarquer, il est beaucoup question dans ces locaux, dans les moments de formation permanente, de la difficulté qu'il y a à être dans une parole véritablement libre dans les institutions, qu'elles aient une vocation publique, privée ou autre. Et on peut remarquer qu'on a été amené à évoquer des moments tragiques de l'histoire occidentale par rapport à ce qu'on croyait être un monde, comme vous venez de le dire, Edgar Morin, définitivement civilisé, mais non. Et la réversibilité est malheureusement partout et on peut redevenir non seulement sauvage, ce qui est une chose, mais pire, barbare. La parole est à vous pour creuser la réflexion dans la direction, les maintes directions qui ont été déjà ouvertes par Boris Cyrulnik et Edgar Morin. N'hésitez pas pour ce moment d'échange et pour approfondir les éléments que vous souhaitez. Bonjour, Nicolas Bordas, ancien ESSEC, des chefs d'entreprise. Edgar Morin, vous avez dit quelque chose, vous avez dit quelque chose de très important et parfois un peu inquiétant. Il n'y a pas de société sans religion. Or, on évoquait un instant le fanatisme que certaines religions peuvent générer. Donc, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment peut-on vivre dans une société qui ne peut pas éviter les religions et les croyances, tout en gardant une compréhension et donc une capacité d'être dans le bon côté de la religion, le culte de l'amour, et non pas dans le mauvais côté de la religion, qui est le culte de la haine et qui domine. Et dans quelle mesure est-ce que l'enseignement a un rôle à jouer? Autrement dit, vous suggériez tout à l'heure d'enseigner l'empathie dès le plus jeune âge, au moment où on dit « c'est pas moi, c'est l'autre ». Dans quelle mesure est-ce que l'enseignement, l'éducation peut agir pour empêcher les excès des idéologies religieuses? Écoutez, j'ai commencé à l'indiquer. Je pense que le thème même de la compréhension d'autrui doit être inscrit dès les petites classes et poursuivi dans toutes les classes, y compris le secondaire, et bien entendu que l'université il soit traité dans des chaires. Et voilà, je pense que s'il faut un enseignement profond et continu, car c'est une question de plus en plus vitale et importante, et pour les individus et pour la société. Alors voilà, c'est la question que j'aurais reformulée, comme la réponse que j'aurais reformulée de cette manière. Il n'y a pas de société, il n'y a pas de culture sans religiosité. Sans spiritualité. Donc la religion est nécessaire, délicieuse et dangereuse. La religion est nécessaire parce qu'elle nous permet de ne plus vivre dans l'immanence. Et nous, êtres humains, qui vivons dans un monde de représentation, on vit dans l'immanence parce qu'il faut bien manger, boire, dormir. On vit dans l'immanence, mais on ne veut pas vivre que dans l'immanence, il faut aussi que ce qu'on fait ait un sens. Donc la spiritualité est une tendance de tout être humain. Il y a quelque chose, c'est fou qu'on soit sur Terre. C'est un miracle. C'est quand même pas logique d'être vivant sur Terre. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que, donc voilà, avec une émotion pareille, je suis sur le chemin
de Dieu. Donc la spiritualité est nécessaire parce qu'elle sublime et elle empêche la soumission à l'immanence. Merci la spiritualité. La religion donne forme à la manière de vivre ensemble. Merci la religion. Quand on fait des travaux après les traumas sur les groupes qui résistent le mieux et qui ont le moins de traumas, les croyants, quelle que soit leur forme de croyance, souffrent moins. Ils souffrent moins, ils affrontent mieux et ils reprennent mieux un type de développement parce qu'ils ont une représentation sublime. Ils supportent la souffrance qu'ils ont, hein, mais ils la supportent mieux et ils redémarrent parce qu'il y a des rituels religieux, parce que la religion a une fonction de solidarité. On se rencontre, on prie ensemble, on appelle Dieu, on s'entraide, on chante. Pourquoi est-ce que toutes les religions chantent? C'est parce que c'est fou ce que le fait de chanter synchronise les émotions. Si vous ne croyez pas, allez à l'opéra, vous verrez. Ou si vous ne croyez pas, allez assister à un match de football maintenant. Et vous verrez des gars qui sont français comme moi depuis une génération, qui chantent la Marseillaise et qui chassent les gens qui ont le sang impur, qui va souiller, si c'est pas un chant xénophobe, ça. Mais ils sont fiers comme moi, ils sont fiers d'être français et ils chantent la Marseillaise, voilà. Et la religion est dangereuse parce que, comme l'a dit Edgar, comme elle a échangé, s'il n'y a qu'une religion, le mot mécréant est le marqueur de la dérive totalitaire. Le deuxième mot, ça sera insulte. Il a dit du mal de mon Dieu, c'est une insulte, il mérite mon poing dans la gueule. Le troisième marqueur de dérive, c'est blasphème. Quand une religion prononce le mot blasphème, c'est qu'elle se prépare à légitimer l'assassinat. Or, il n'y a pas de notion plus étonnamment variable que la notion de blasphème. Si vous ne croyez pas, lisez la Bible comme vous le faites tous les soirs. Et vous verrez, dans la Bible, il y a un gars qui s'appelle Onan. Et il est blasphématoire parce que, au lieu de vouloir faire un enfant avec sa femme, il a répandu sa semence par terre. Il est blasphématoire, à mort le blasphématoire. Il a empêché une âme de venir au monde pour adorer Dieu. Il mérite la mort. Et alors, bien sûr, il y a le chevalier Labarre. Et puis, il y a aussi le chevalier Labarre. On sait tous pourquoi il a été condamné et pourquoi Voltaire a volé à son secours. C'est parce qu'il n'a pas enlevé son chapeau quand une procession... Et je vous ai vu dans un film où il y avait une procession catholique et vous aviez votre casquette sur le chapeau. Votre casquette sur vous avez mérité la mort. Et il ne savait même pas qu'il était blasphématoire. Et il y a le dernier exemple de blasphème. Si vous voulez, vous allez jouer avec moi. Vous prenez ces trois doigts, le pouce, et vous le mettez entre l'index et le majeur. Vous l'avez fait? Vous méritez la mort. C'est à cause de faire la figue au pape. C'est-à-dire que vous passiez devant le Christ et tac, vous lui mettiez sous le nez un sexe de femme. Vous êtes d'accord que c'est un sexe de femme, ça, hein, donc vous lui... À mort le blasphémateur. Les Templiers ont été brûlés pour avoir fait ça. Vous méritez d'être brûlés. Donc voilà, et on pourrait faire, j'aimerais, s'il y a des historiens dans la salle, il y a un catalogue de blasphèmes stupides, tous plus stupides, et qui ont mené à l'assassinat sans sentiment de crime. Donc pour répondre enfin à votre question, merci la spiritualité, merci la religion, attention, quand on prétend qu'il n'y a qu'une seule vraie religion, on est sur le tapis roulant qui mène à l'assassinat. Oui, Magali Noirot, formatrice en gestion des conflits et médiatrice. Nous avons entendu à plusieurs reprises le mot empathie. Est-ce que, messieurs, vous pourriez chacun nous donner votre définition de l'empathie? Merci. Commencer, enfin, écoutez, l'empathie est un mot qui signifie un flux
il y a le mot sympathie, affectif, disons, un sentiment affectif, amical, c'est-à-dire exactement, disons, ce n'est pas le synonyme exact de la sympathie, parce que dans le mot sympathie, il y a le sam qui crée l'union. Là, vous êtes au début de la sympathie, c'est-à-dire que vous avez le mouvement vers l'autre. Et si l'autre vous rend ce mouvement, vous êtes dans un phénomène de sympathie. Mais on peut dire aussi que vous pouvez unilatéralement avoir un mouvement de sympathie, ce qui peut déterminer la sympathie de l'autre. Mais l'empathie, c'est la forme la plus élémentaire du mouvement affectif, je dirais, amical, du mouvement affectif vers autrui. Ça va ? Alors, originalement, c'est je souffre de ce que souffre l'autre. Alors, comme l'a dit Edgar, c'est plus proche de la sympathie que de l'empathie. Alors, Papa Freud utilisait beaucoup cette notion d'empathie pour dire la fonction d'un psychothérapeute, c'est de se décentrer de lui pour se représenter le monde mental de la personne qui est là. Quel est son monde mental? Mais je pense que c'est une définition abusive, hein, comme toutes les définitions philosophiques. J'espère qu'il n'y a pas trop de philosophes dans la salle. C'est-à-dire c'est une définition abusive parce qu'on ne se met jamais à la place de l'autre. Mais on peut se représenter ses représentations. Ça dépend de mon histoire, ça dépend de mon contexte. Donc, comme tous les concepts philosophiques sont des concepts qui évoluent tout le temps au gré de l'évolution des cultures. Hein. Donc, les mots changent de sens quand la culture change. Oui, bonsoir. Donc, Joachim Bromberg, je suis responsable académique du département Ville, Environnement, Transport à l'École des Ponts et Chaussées. Et je voulais vous poser la question par rapport au fanatisme, puisqu'on a vu, vous avez parlé beaucoup hein, de ces visions totalitaires, de ces choses où en fait on arrête de penser, etc. Et je pensais aussi à des sectes qui peuvent être par exemple des sectes même chrétiennes, fanatiques comme il en existe en Amérique du Nord. Et deux questions par rapport à ça pour tous les deux. À la fois, comment vous aideriez une personne qui est dans un mouvement fanatique et qui est lui-même totalitaire à en sortir? Et deuxièmement, en amont et de façon préventive, comment on aide un jeune enfant à ne jamais devenir fanatique dans l'éducation, grâce à l'éducation? Alors pour la deuxième question, j'ai une proposition de réponse, c'est celle qu'on a formulée tout à l'heure, lui faire découvrir le plaisir de découvrir le monde des autres. Il n'a pas la même religion que moi, c'est intéressant. C'est amusant, son histoire est différente, comment ça se fait, ça entraîne quoi dans la vie quotidienne? Ah tiens, dans cette religion, il y a des interdits alimentaires qui ne sont pas les mêmes que dans ma religion, donc c'est amusant, c'est intéressant, c'est parfois irritant, on va se disputer, et puis voilà. Alors donc, il y a une pédagogie de l'empathie, qui est le cinéma. Actuellement, il y a un cinéma palestinien, un cinéma israélien, absolument, un cinéma iranien, bouleversant. Parce qu'ils ont des choses à dire, et pour cause, et ils nous invitent de manière partageable à découvrir leur monde. Alors, ce n'est pas forcément la vérité, hein, mais c'est leur monde, c'est comme ça qu'ils l'éprouvent. On est ému. Je ne sais pas comment s'appelle le film de cette iranienne, Persépolis. C'est un dessin animé moyen qui raconte la condition des femmes en Iran. Je suis sorti, la gorge serrée. Voilà. Bon sang, mais une culture peut infliger ça aux femmes. Je suis un dessin animé. Pas terrible, hein, comparé à Walt Disney, c'était pas terrible. Hein. C'était bien fait quand même. Enfin, voilà. Alors, il y a la fonction des artistes, la fonction des romanciers. Ils se trompent, mais ils posent le problème. Et si vous êtes ému, c'est vrai, par exemple, la liste de Schindler, qui a été un des premiers films à parler de la Shoah avant Lanzmann, bourré d'erreurs, bourré, ça n'a aucune importance. Ils ont soulevé un problème, et il y a des gens qui ont dit, mais alors ça s'est passé comme ça?
Non, ça ne s'est pas passé comme ça, mais vous êtes ému, vous allez demander à des historiens, à des politiciens, à des témoins, quel est votre témoignage, quelle est votre enquête. Donc vous allez commencer un processus d'élaboration de la représentation du monde d'un autre. Vous démarrez un processus empathique. Il y a quelque chose qui est important. Bon, d'abord, pour le cinéma, vous avez tout à fait raison, parce que nous sommes dans une époque où nous pouvons jouir de cinéma de pays qui n'avaient pas de production cinématographique pendant longtemps, et nous pouvons mieux les connaître. Et il y a la Palestine, il y a l'Israël, il y a la Philippine, il y a l'Iran, il y a tout ça. Donc c'est très important. Seulement, je veux dire que nous avons un problème qui se pose en permanence pour les arts et notamment pour le cinéma. Quand nous voyons un film, nous avons une grande compréhension pour les personnages qui s'y trouvent. D'abord, évidemment, pour les personnages sympathiques, mais nous pouvons présenter comme sympathiques des gens très ambivalents qui peuvent être des vagabonds, qui peuvent être des délinquants, mais nous voyons leur côté humain. Or, cette compréhension et cette humanité que nous gagnons pendant le spectacle, nous la perdons quand nous sortons du cinéma et dans la rue. Le problème, c'est comment consolider ceci. C'est nécessaire et c'est encore insuffisant. Et moi, je pense que le problème, c'est un problème d'éducation et d'auto-éducation. La deuxième chose, est-ce que ça suffit, l'éducation, la tolérance, la culture laïque, etc., pour guérir du fanatisme? Non. Eh bien, vous savez, on a des exemples historiques très intéressants. C'est par exemple la France, au début du XXe siècle, pays laïcisé, et un certain nombre d'esprits se sont trouvés perdus. Ils n'avaient plus, ils ne croyaient plus en rien, il n'y avait plus de vérité absolue. Et vous avez des conversions très, très soudaines et très fréquentes. Vous avez Paul Claudel qui s'est converti, vous avez Péguy qui s'est converti, qui était un cas typique du normalien. Vous avez, et en plus, dans les générations suivantes, vous avez eu des conversions au communisme. Ça n'a plus été le christianisme, c'était le communisme. Et le communisme a pu transformer des personnes très, très débonnaires en fanatiques inconscients. Je pense à Paul Éluard. Paul Éluard, qui était un homme très doux. Et quand on lui a demandé de prendre position pour des malheureux qui étaient condamnés dans ces procès artificiels, après les procès de Moscou dans les démocraties populaires, c'était du reste André Breton qui avait demandé, et Éluard a dit « J'ai trop à faire pour défendre les innocents qui clament leur innocence, plutôt que des coupables qui clament leur culpabilité, parce que tous ces malheureux étaient obligés de dire qu'ils étaient des agents de la Gestapo, etc. » Donc, vous savez, personne n'est à l'abri du fanatisme, parce que quand il arrive à avoir cette sorte de peur de ne plus croire en rien, de ne plus avoir de vérité. Donc, ce qu'il faut, il faut éduquer à accepter une angoisse, une incertitude. Et comment on peut accepter cette incertitude qui comporte une angoisse? En refoulant, jamais en pouvant supprimer l'angoisse, mais en pouvant la refouler par la communion, la participation, l'émerveillement, l'amour, par tout ce qu'il y a de plus beau, de plus poétique dans la vie. Et c'est ça qui peut nous sauver. Et sinon, dès qu'il y a une menace intérieure de désespoir nihiliste, nous avons le risque de trouver. Écoutez, c'est le cas. Ça a commencé par Saint-Augustin. Saint-Augustin qui était un libertin, enfin brusquement il a cru, et non, en comprenant très bien que sa foi était absurde, mais en disant justement, je crois, creo quia absurdum, parce que la raison est incapable de comprendre la foi. C'est vrai que la raison a des limites, et on profite
du fait que la raison a des limites pour justifier ce que, évidemment, ne peut absolument pas et relève du domaine de la foi révélée, etc. Donc, nous devons, nous devons éduquer, nous devons nous éduquer contre le fanatisme, mais jamais nous pourrons dire que nous aurons résorbé et éliminé toutes les causes du fanatisme. Mais en ce qui concerne aujourd'hui des fanatismes qu'on appelle djihadistes, etc., c'est vrai qu'il y a aussi au départ une sorte de nihilisme d'une jeunesse qui ne croyait plus en rien, etc., qui a brusquement la révélation, mais cette jeunesse qui ne croyait plus en rien, elle s'est trouvée dans des conditions sociales particulières, des conditions de ghettoisation, des conditions de rejet, des conditions de contrôle au faciès, des contrôles policiers incessants. On voit très bien les conditions qui ont poussé, mais nous savons aussi qu'il n'y a pas seulement ces conditions, il y a le fait de ne croire en rien, et d'abord de ne pas croire en la France, puisqu'ils sont français, les pousse à une autre foi qui, elle, va prendre un caractère absolu. Il y a un point commun qui émerge de ce que Boris Cyrulnik et Edgar Morin vous avez dit en répondant à cette question, c'est qu'on retrouve quelque chose qui est un savoir très très docte et fondamental, qui est celui du fait qu'on ne sait pas. Autrement dit, on retrouve sur certains plans la prudence de Socrate, qui a défendu le fait au moins de savoir ce qu'il ne savait pas, et que ça le rendait ouvert à l'altérité et aux autres. Je pense qu'il faut remercier chaleureusement Boris Cyrulnik et Edgar Morin d'avoir eu cet entretien. Merci infiniment. Voilà. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée.